Je suis un peu dur, mais je pense qu'il y a des gens qui sont élus un peu par hasard. C'est surtout dans les situations de drague, moi j'ai l'impression que ça tue l'amour de faire de la politique. Les mouvements politiques sont faits pour apporter certaines choses à certains moments dans l'histoire et puis peuvent parfois disparaître. Il n'y a pas de mal à ça, c'est pas un club de foot auquel on est affilié. Il y a une frontière un peu floue entre la diplomatie et le baratinage, quoi. C'est Aristote le premier à l'avoir écrit. L'homme est un animal politique. Vous, moi, nous appartenons donc tous à cette étrange espèce. Pourtant, les politiques, ça reste souvent eux, les autres. Des drôles de bêtes qui, 23 siècles après le philosophe grec, restent insaisissables et souvent mal aimés. L'objet de ce podcast, c'est bien de remédier à cet échec de la zoologie politique contemporaine. Pendant les prochaines minutes, on vous offre donc un poste d'observation privilégié. Ouvrez grand les oreilles, soyez à l'affût. Voici une chance unique d'approcher et d'examiner au plus près un homme politique. Bienvenue dans notre podcast, l'animal politique. Bonjour Christophe de Beuquelard. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast produit par le mouvement Les Engagés. Vous êtes donc un animal politique. Bruxellois, vous avez d'abord été échevin à Woluwe-Saint-Pierre. Échevin très jeune puisque vous étiez alors le plus jeune de toute la région. Et depuis 2019, vous êtes élu député au sein du Parlement bruxellois. Alors, soyez tranquille, vous êtes ici en sécurité. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous n'essayerons pas de vous dompter et encore moins de vous envoyer à l'abattoir. Tout ce que nous souhaitons, c'est vous observer de près, de très près, pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les êtres politiques, ce qui vous anime, ce qui vous nourrit, ce qui se cache à la source de votre engagement. Mais avant de se lancer, et pour terminer votre présentation, voici un rapide questionnaire. 3 questions fermées pour mieux vous cerner. Christophe de Beuquelard, vous êtes plutôt réaliste ou idéaliste ? Réaliste. C'est intéressant parce qu'en 2019 paraissait dans l'Avenir un article, un portrait de vous, qui était titré « Quand on est jeune, on peut encore être idéaliste ». Est-ce que 3 années au Parlement, c'est déjà trop pour que survive l'idéalisme en politique ? Je me souviens très bien de ce titre et ça soulignait, je pense, des positions assez fortes et iconoclastes que j'avais prises sur une série de dossiers. Et je pense continuer à être de cette trempe-là, donc si c'est considéré comme idéaliste, je peux le comprendre. Mais c'est vrai que je pense que les idéaux, sans la capacité de les mettre en œuvre, sans la capacité de réellement être prêt à avancer par petits pas, parce qu'on ne va jamais faire des grands bonds. Le meilleur moyen d'arriver loin, c'est de faire des petits pas. Avec des grands bonds et des courses, on se fatigue. Et donc je pense qu'il faut évidemment toujours avoir un idéal devant soi, et c'est peut-être ça qui a été souligné avec ce titre-là, mais qu'on doit être réaliste dans la mise en œuvre, qu'on est tous des humains, qu'on est dans des environnements particuliers, avec des défis, avec des vécus différents de tous les autres êtres humains qui nous entourent. Et donc ceux qui s'accrochent uniquement à leurs idéaux sans être capables de le mettre en œuvre par petits pas, je pense, rate l'objectif. Christophe de Beuquelard, vous êtes plutôt crypto-monnaie ou monnaie locale citoyenne ? Crypto-monnaie. Je pense qu'on est à l'aube d'une révolution qui est du même ordre que celle de l'Internet, qui va révolutionner le monde de l'argent, mais pas uniquement, tout le monde digital, et que les crypto-monnaies, en fait, permettent de mettre en œuvre très facilement des monnaies locales citoyennes, ce qui a été très difficile. Si vous regardez les monnaies locales citoyennes, très peu ont réussi, pour des questions essentiellement techniques, de mobilisation, d'adhésion. Et je pense que les crypto-monnaies résolvent ça. Et donc les crypto-monnaies ne sont pas du tout en antinomie par rapport aux monnaies locales citoyennes. C'est justement un moyen de les mettre en œuvre dans le digital. Dernière question. Vous êtes plutôt foot ou plutôt vélo ? Vélo, sans hésiter. J'ai toujours dit quand j'étais à l'école que je souriais au football parce que j'avais envie de jouer, mais que le football ne me souriait pas parce que j'étais très, très mauvais. Et que au grand jeu où il y a les deux équipes doivent se constituer sur la cour de récréation, c'est toujours moi qu'on choisissait en dernier. Et donc, par contre, je fais beaucoup de vélo dans la ville, mais surtout aussi en dehors. J'ai une super équipe de vélo qui s'appelle les Sterkeludo. Il y a quelques photos sur Internet que vous allez voir parce qu'on aime bien se mettre en scène avec beaucoup d'humour. Et surtout, on aime bien rouler, à faire des bonnes bouffes en Wallonie et en Flandre et rentrer
après une bonne bière, bien de chez nous. Et en scannant votre page Facebook, on découvre aussi qu'il y a une dizaine d'années, vous avez carrément fait un tour du monde à vélo. Ouais, exact, oui. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant. J'oublie parfois un peu. Mais ce tour du monde a changé ma vie, ouais. Il est temps déjà d'entrer dans cette première partie du podcast, celle où on va vous observer en tant qu'animal politique. Pour beaucoup de gens, l'animal politique, c'est avant tout un prédateur. On se méfie de lui. On ne lui fait pas confiance. Et vous, Christophe de Beuquelard, vous avez confiance dans les gens de votre espèce, dans les animaux politiques ? Je dois dire que j'ai un peu changé quand même ma vision des choses depuis que je suis engagé en politique. C'est vrai qu'avant, j'avais très fort l'impression que quand l'État disait quelque chose, quand le gouvernement disait quelque chose, j'avais une confiance aveugle. Aujourd'hui, je vois comment les décisions sont prises, je vois quelles sont les influences à l'œuvre. Je pense que le Covid aussi a beaucoup changé ça. On a vu des politiques qui prenaient des décisions parfois mal préparées, mal informées, avec une grande peur du risque. Et je pense que ça a affaibli le politique. Et ce qu'en tout cas, moi, personnellement, je ressens, c'est que j'ai moins confiance qu'avant dans le politique. Et il est urgent, je pense, de réenchanter la politique. C'est surtout ça, c'est redonner confiance. Je pense que c'est le bon mot, c'est que les citoyens doivent de nouveau avoir confiance dans ceux qui les représentent. Je pense que dans le monde politique, il y a autant de personnes avec des bonnes intentions ou avec des mauvaises intentions que dans tout autre milieu. Simplement, les projecteurs sont dessus, donc tout est exacerbé. Donc voilà, je dirais que pas de fatalisme, mais il y a quand même du boulot pour remettre un peu les pendules à l'heure en politique. Ouais. Alors, cet écosystème politique, il n'est pas perçu comme l'environnement le plus sain, le plus éthique, le plus moral. À quel point est-ce que ça vous affecte ? Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, d'être gêné de dire que vous faites de la politique ? Par exemple, vous arrivez dans une soirée où tout le monde ne vous connaît pas, tout le monde ne sait pas que vous faites de la politique et ça commence à casser du sucre sur la politique. Comment vous réagissez à ce moment-là ? C'est surtout dans les situations de drague, moi j'ai l'impression que ça tue l'amour de faire de la politique, parce que alors d'autres disent mais non, justement je trouve ça sexy, donc j'en sais rien. Mais non, c'est blague à part. Qu'est-ce qui me bouffe mon énergie, moi, c'est pas tellement le monde extérieur. C'est-à-dire que me faire même insulter parfois sur les réseaux sociaux, me faire attaquer sur mes projets, sur mes idées. Tout ça ne me fait pas peur. J'adore le débat et j'aime bien que les gens viennent me chercher, pouvoir me défendre. Ça, j'aime beaucoup. Donc tout ce côté-là, j'ai pas de souci. Moi, ce qui me bouffe mon énergie, c'est les querelles, parfois en interne même d'un parti politique. C'est quand en fait on doit se battre à l'intérieur contre les nôtres, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'ego dans ce monde-là, et de temps en temps, c'est vrai que les attaques elles viennent parfois plus de l'intérieur que de l'extérieur, et ça mange beaucoup d'énergie. Je pense que c'est partout. J'ai bossé dans des grandes entreprises, j'ai bossé dans le milieu des startups. Ça se retrouve partout, c'est l'être humain. Mais c'est vrai que c'est ça qui me demande plus d'énergie que vraiment le côté extérieur, que les autres partis. Les autres partis, j'adore, moi. On va au combat, on va au charbon, on débat d'idées, on n'est pas d'accord. Voilà, ça c'est le plaisir de faire la politique pour moi. Mais en interne, ça je trouve très dur. On dit parfois que c'est plus facile d'avoir des amis dans les autres partis que dans son propre parti. Ouais, j'irai pas jusque-là, parce que quand même, j'ai à l'intérieur, là, dans mon mouvement politique, chez les engagés, j'ai des grands amis, des gens que j'admire beaucoup, des gens avec qui on travaille sur plein de dossiers, donc voilà, il ne faut pas noircir le tableau, mais c'est sûr que c'est quand même ça qui me travaille le plus. Ouais. C'est possible d'avoir des amis en politique ? C'est quand même un environnement très concurrentiel. Ouais, alors moi, c'est vrai que j'ai une approche de ça un peu différente de mes collègues. Je vois souvent, il y en a qui me disent « viens, on va boire un verre » ou « on part en week-end » ou ceci, cela, à l'intérieur du mouvement politique ou avec les autres partis ou des représentants d'autres partis et tout, pour lier des liens d'amitié. Et c'est vrai que moi, j'ai plus une approche professionnelle des choses quand je vais... En tout cas, quand je vais au Parlement, quand je vais dans mon mouvement politique, c'est pour travailler sur les dossiers, c'est pour parler politique. Et c'est vrai que j'ai quand même mes cercles d'amis ailleurs et mes amitiés en dehors de la politique, et donc j'ai pas envie de tellement mélanger les deux.
j'ai des relations super cordiales, super bonnes, mais qui sont plus de l'ordre de l'échange d'idées, du politique, que de l'amitié en politique. Et j'essaye de garder ça, je pense que c'est sain aussi pour son équilibre personnel, parce que la politique, ça demande beaucoup d'énergie, et si son espace privé en plus, le peu de privé qu'on a encore, si ça aussi c'est de la politique, je pense que ça devient compliqué. Vous faisiez quoi avant de faire de la politique ? Alors moi j'ai étudié ingénieur de gestion à Louvain-la-Neuve. Donc je suis parti 1 an faire un tour du monde à vélo justement. Et puis j'ai travaillé dans une grande entreprise chez Elia dans l'énergie. Parce que surtout j'avais besoin d'argent en rentrant de cette année de tour du monde à vélo, de cette année de voyage. Donc j'ai pris un peu le premier job qui se présentait. Et puis j'ai baigné un peu dans le monde des startups et c'est là que j'ai commencé aussi à faire la politique. Et pourquoi avoir basculé ? Comment est-ce qu'on tombe dans la politique ? Alors, ouais, moi, je pense que c'est une concomitance de 2 éléments. Tout d'abord, c'est ce tour du monde à vélo. En fait, quand tu pars faire du vélo en voyage, tu fais environ 70, 80, 100 km par jour. Et ça fait que tous les 2-3 jours, en fait, si tu regardes un peu la Belgique, tu passes de la mer à Bruxelles, au fin fond des Ardennes, en 2-3 jours. Eh bien, ça change, comme tu changes tous les 2-3 jours, de manière de vivre, de manière de faire société, de manière de fonder sa famille, de manière de s'organiser socialement dans les villages et les villes. Tu fais ça dans le tour du monde pendant 1 an. Ça te fait une claque culturelle tous les quelques jours. Et quand tu rentres en Belgique, en fait, tu relativises très fort et tu dis, en fait, ma manière de vivre que j'ai appris chez moi à la maison avec mes parents, c'est peut-être pas l'unique et il y en a plein d'autres et j'ai envie d'aller découvrir. Donc du coup, ça te donne envie d'aller au contact des gens. Et puis tu te dis aussi, en fait, j'ai vu le monde entier, il est magnifique, mais qu'est-ce qu'on est bien quand même chez soi aussi. Et on voit les beautés du monde extérieur, mais paradoxalement, on voit aussi très fort ce qu'on a de beau chez nous. Et donc j'avais envie, du coup, en rentrant, en tout cas de m'impliquer autour de chez moi et de participer à cet environnement qui m'a vu grandir et qui m'a donné tellement de chance et d'opportunités. Et alors l'autre élément, c'est une rencontre avec, chez moi c'était Benoît Serex, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre maintenant, qui avait vu justement qu'on faisait ce tour du monde, qui m'a apostrophé, il avait ses enfants dans l'unité scout chez nous, et on a commencé à sympathiser, et il m'a dit allez, mais viens, j'ai besoin de jeunes. Et donc voilà, c'est aussi une rencontre, et je dis souvent moi que si cette rencontre avait été dans un autre mouvement politique, un autre parti, j'aurais peut-être commencé ailleurs. Je ne sais pas si j'aurais tenu longtemps, mais en tout cas, pour moi, tout ça a aussi... il y a une part d'hasard là-dedans, comme dans tout. J'allais justement vous poser la question. Comment est-ce qu'on choisit son parti politique ? Est-ce que c'est nécessairement le résultat de convictions forgées ? Est-ce que c'est l'héritage familial qui pèse ? Ou est-ce que c'est un peu du hasard ? Ouais... Je pense que ça part un peu d'un hasard et qu'après on ajuste un peu les voiles, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une carte OMR, j'ai eu une carte au CDH à l'époque, puis Didier Renders m'avait énervé, puis Joël Milquet m'avait énervé à un moment donné. Enfin, vous voyez, en fait, c'est tout simplement on est jeune, on comprend pas trop et c'est un peu impulsif quelque part, quoi. Et puis d'ailleurs maintenant je trouve qu'il y a des grands hommes politiques, grandes femmes politiques, Joël en est une et Renders fait des belles choses à l'Europe, je pense aussi. Mais donc du coup moi je suis arrivé un peu par hasard par cette rencontre, mais c'est vrai que voilà, c'était un peu quand même les 2 mouvements politiques qui m'attiraient, et puis je pense que s'il n'y avait pas eu un vrai virage dans ce mouvement politique chez nous, je ne sais pas si j'aurais encore été là, parce que moi je pense qu'il fallait prendre un vrai virage climatique, qu'il fallait changer, voilà, les sujets moi qui m'intéressent, c'est le climat, la gouvernance. Si ces sujets-là n'étaient pas au cœur du mouvement Les Engagés dans lequel je suis, j'aurais quitté. Moi je ne crois pas trop aux étiquettes. Je pense que même les mouvements politiques sont faits pour apporter certaines choses à certains moments dans l'histoire et puis peuvent parfois disparaître. Il n'y a pas de mal à ça, c'est pas un club de foot auquel on est affilié. L'important c'est les idées, voir est-ce qu'on a des idées à défendre ensemble, est-ce qu'il y a des gens pour les défendre ensemble, et si on se rend compte que tout ce qu'on a voulu accomplir est accompli, peut-être qu'il faut dissoudre le mouvement. Donc moi, voilà, un parti politique c'est pas quelque chose qui me tient tant à cœur. Aujourd'hui je m'y sens bien parce qu'il y a une série d'éléments qui font que je m'y sens bien, mais je pense qu'on doit pas c'est fini la guerre des chapelles, on doit passer à autre chose là, hein. Les défis mondiaux sont tellement grands qu'on doit plutôt parler de dossiers. Quand on se lance dans le grand bain de la politique,
quand on accède pour la première fois à des responsabilités, qu'est-ce qui change ? Est-ce que le rapport aux gens est modifié ? Est-ce qu'on sent par exemple que les gens deviennent plus intéressés ou au contraire plus distants ? Tu veux dire les gens autour de chez moi ? Dans le cercle direct ou indirect ? Bon, moi, ce que je trouve pénible, c'est qu'on parle beaucoup de politique à la maison. On pose souvent beaucoup de questions. Dès que les gens savent ce que tu fais, donc dès que tu arrives quelque part, alors c'est chouette parce que du coup, il y a toujours quelque chose à raconter, et puis c'est sympa, et voilà. Et puis ça permet d'avoir sa place en fait aussi, parce que tout le monde sait qui tu es, donc tu arrives dans n'importe quel cercle, tu as ta place. J'ai remarqué ça récemment, quoi. Moi, j'ai aucune peur d'aller nulle part parce que voilà, on sait qui tu es. Et donc, ça a un côté très confortable. Parfois, ça peut aussi monter à la tête, et voilà. Je pense que c'est le mauvais côté. Mais il y a un côté agréable et il y a un côté chouette parce que tu as toujours un atome crochu, il y a toujours quelque chose à parler, puisque c'est un métier dont tout le monde a un avis, tout le monde a envie de dire quelque chose, est content d'une fois parler à un homme politique. Donc, voilà, ça, c'est le côté chouette. L'aspect aussi, c'est que beaucoup de gens te connaissent, donc c'est vrai que tu te rends pas compte. Moi, je me rends pas compte, mais souvent les gens me disent bonjour, et puis moi je sais pas qui c'est, ils me disent oui, non, mais moi je vois qui t'es. Et donc c'est vrai qu'il y a ce côté, tu perds un peu de vie privée dans ta vie privée, quoi. C'est-à-dire que tu es à l'aéroport, ou je sais pas moi, dans un train, tu sais jamais si quelqu'un est en train de te regarder avec un peu plus d'insistance, parce qu'il sait qui t'es, donc tu dois un peu faire gaffe de pas être dans ton nez. Donc c'est des bêtises comme ça, mais non, de base, les gens sont plutôt intéressés. Et sont plutôt contents de te parler. Beaucoup de gens viennent chez toi en disant « Tu sais, j'aime pas la politique. En général, j'aime pas les politiciens. » Ils commencent souvent comme ça, mais je suis quand même content de te parler et j'ai envie de te poser des questions. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a claqué la porte au nez, donc voilà. Non, l'entourage ne change pas vraiment, tu les vois moins. C'est vrai On dit souvent qu'au dîner de famille, le sujet à éviter, c'est la politique. Ouais, là, c'est clair. Est-ce que c'est compliqué, du coup, les dîners de famille chez les deux Beuquelard ? Moi, je suis très clair aussi, et je le dis, je dis ça souvent avec ma mère. Je dis, écoute, maman, j'ai pas envie d'en parler, j'en parle toute la semaine, donc voilà, laisse-moi. Je crois qu'ils comprennent ça, et même parfois, mais t'as ça, parfois t'arrives. Moi, je suis très musique électro, donc je sors beaucoup dans des festivals, dans des boîtes de nuit et tout, et souvent j'ai des gens qui viennent me parler et me disent « Ah ouais, tu sais, j'ai vu ton post là-dessus, je voulais te dire... » Et je dis « Mec, il est 2h du matin, j'ai pas du tout envie de parler de ça. » Et donc, ça crée aussi... Enfin voilà, il faut être cash. Et avant, je l'étais pas, j'étais trop poli, quoi. Maintenant, je suis super cash. Et je dis « Écoute, quand tu veux, on en parle, mais pas ce soir. » Et voilà, donc voilà. C'est comme ça que je règle le problème. J'en reviens un peu sur la question des partis politiques. Parce qu'au fond, c'est quoi un parti ? Selon vous, un parti, ce sont d'abord des gens qui pensent la même chose et qui se réunissent ? Ou au contraire, est-ce que ce sont des gens qui finissent par penser la même chose parce qu'ils sont réunis ? Ou enfin, est-ce que les partis politiques aujourd'hui, ce sont des gens qui pensent ce qu'il faut pour pouvoir accéder au pouvoir ? Ouais, écoute, c'est une grande question. Je pense la troisième option, non, je pense pas. Enfin, en tout cas, je pense pas que c'est ce qui motive la majorité des gens. En tout cas, moi, je suis arrivé par la commune, donc c'est vrai que là, j'ai été assez vite élu et tout, mais j'ai aussi été président des jeunes dans mon parti. Ça a mis... voilà, j'ai vu les gens qui approchaient, c'est pas pour le pouvoir qui venaient, c'était plutôt parce qu'ils avaient envie de débattre, parce qu'ils ont envie de s'intéresser aux problèmes de société qu'il y avait. Maintenant... Comme je l'ai dit, je pense que les partis, c'est quelque chose d'artificiel. Je pense que, comme tout groupe, c'est assez hétérogène et que parfois, je me dis, mais enfin, j'ai parfois plus en commun avec un tel dans notre parti qu'avec un tel de mon parti. Mais je pense quand même qu'il y a une dynamique générale qui est là. Et que si, quand tu viens, tu n'adhères pas, il y a un moment donné, tu quittes. Donc, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, qui est difficile à exprimer parfois, qui chez nous est de l'ordre de avoir envie de changer les choses, être progressiste, croire en des valeurs de responsabilité, voilà, en fait, je vais pas faire la liste parce que je serai pas exhaustif, là, je suis pas dans ce mood-là, mais je pense quand même qu'il y a une série de valeurs qui nous quand même, une vision de société, des valeurs qui nous rassemblent, ouais, quand même.
Même si c'est sûr que c'est hétérogène et c'est sûr que parfois aussi il y a quelques électrons qui sont arrivés là, qui se sont accrochés, qui finalement tu te dis bon est-ce qu'ils ont vraiment leur place ici, mais qui par les années ont été colorés de cette manière-là et du coup maintenant ne vont plus bouger parce qu'il y a des réalités locales qui font que voilà. Mais je pense qu'il y a quand même une colonne vertébrale. Ouais. Aucun lien avec la question précédente, une question anatomie. La particularité des animaux politiques, c'est leur langue. Souvent, elle est en bois. Est-ce qu'on y est souvent confronté quand on est à l'intérieur du système, la langue de bois ? Ouais. On ne nomme pas un chat et ça pose un vrai problème de... Ça provoque beaucoup de lenteur, en fait. Parce qu'en fait, on fait beaucoup de réunions où en fait, on tourne autour du pot et puis on se quitte sans avoir vraiment dit le vrai problème, parce qu'il y a beaucoup d'humains là-dedans. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est une... Ouais, qui peut vite... Ce qui est difficile à gérer, parce que parfois, quand tu dis exactement la vérité, c'est pas toujours... Ça va pas toujours te rendre service. Et donc je sens bien autour de moi, il y a beaucoup de résistance à aller direct, to the point, dire ce qui va pas et dire, ok, quelle solution est-ce qu'on met en œuvre et je le vois aussi à la tribune du Parlement, quand j'entends parfois la façon dont certains dossiers sont présentés, j'ai pas toujours l'impression qu'on met tous les éléments sur la table et que j'ai quand même l'impression qu'on emballe quand même bien les choses. Alors, il y a une responsabilité du politique, bien sûr, il y a aussi une responsabilité du citoyen, des médias qui, du coup, vont essayer avec de manière très simpliste présenter et comprendre les choses sans chercher derrière ce qu'il y a. Et donc, on est aussi parfois obligé de prendre beaucoup de pincettes pour pas qu'après on nous retombe dessus de manière qui serait pas juste, quoi. Est-ce que vous y avez déjà eu recours à la langue de bois de façon consciente ? Ouais. C'est jamais des moments où je me sens très fier, mais c'est des moments où j'ai déjà dû faire ça. Ouais. Ça fait partie du métier, c'est inévitable. C'est ça qu'on appelle la diplomatie. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est là que c'est un bon mot que tu dis. La diplomatie, il y a une frontière un peu floue entre la diplomatie et le baratinage, quoi. Donc, et le baratin. Donc, il faut, voilà. Et moi, je pense que je me suis beaucoup émancipé par rapport à ça. Quand je pense à ces moments-là où j'ai vraiment usé la langue de bois et que j'ai fait des fournicotages pour expliquer quelque chose sans vraiment vouloir dire ceci ou cela, ça date d'il y a quelques années. Maintenant, c'est fini. Mais, ouais. Vous les avez évoqués tout à l'heure, les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui un élément incontournable de l'activité politique. C'est quoi votre rapport aux réseaux sociaux ? Vous disiez tout à l'heure ne pas être spécialement affecté par ceci, mais chez beaucoup de personnalités politiques, on a un peu les mêmes effets que dans une addiction. Beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de souffrance. Ouais, moi, c'est pas facile, je trouve. Moi, si je pouvais faire mon boulot à 100%, sans devoir me préoccuper de mes réseaux sociaux, d'avoir des gens pour moi, ou je sais pas comment, mais que tout ce que je voulais dire était bien communiqué sur tous les réseaux et que les gens étaient au courant de ce que je faisais sans devoir moi-même le faire, waouh, quel soulagement ce serait, parce que c'est un boulot. Là, moi, je suis sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'ai ouvert un Discord, Telegram, mail, newsletter, enfin, j'ai 6-7 réseaux sociaux en permanence, et donc dès que tu fais un truc, tu dois le décliner. Ça demande un temps dingue et on n'est pas payé pour ça, c'est pas notre rôle. Ça devrait pas être notre rôle. Donc ça, c'est un gros changement par rapport à avant, c'est clair. Et donc, donc voilà, ça c'est la face noire, c'est que ça prend beaucoup de temps, moi c'est surtout ça, parce que je pense qu'il y a quand même moyen de faire passer des messages nuancés. Et ça c'est de l'autre côté, c'est que j'aime bien, c'est que du coup tu es en contact aussi avec des gens avec qui il est difficile d'être en contact. Moi je sais pas être en contact avec autant de gens, et donc quand je balance des choses, des posts sur les réseaux sociaux, du coup je sens la population quand même. Une certaine partie de la population, parce que tout le monde n'est pas non plus sur les réseaux sociaux de la même manière, mais si tu as différents réseaux, par contre, tu arrives à bien toucher, et je vois bien certains sujets qui sur Instagram fonctionnent très bien, sur LinkedIn, les gens et en fait c'est parce que c'est des publics différents. Et donc en fait, selon, tu peux un peu sentir, plutôt le monde entrepreneur, entreprise, etc. sur LinkedIn, ils réagissent un peu plus comme ça, les jeunes sur Insta. Donc voilà, il y a moyen quand même de les utiliser intelligemment et d'avoir du coup des chouettes retours. Et c'est quand même alors c'est une perte de temps, ça prend énormément de temps. D'un autre côté, si on devait aller toucher tous ces gens-là d'une autre manière, je ne sais pas comment on ferait. Donc, Vous disiez tout à l'heure que parfois on vient vous trouver en soirée en vous disant « Vous savez, j'aime pas les politiques, mais je suis quand même content de pouvoir vous parler ».
sur les réseaux sociaux, c'est quand même plutôt j'aime pas les politiques et je vais bien vous Et je le dis, dire. ouais. Oui, alors, bon, il y a beaucoup de trolls, il y a beaucoup de... Mais ça, c'est vrai que moi... Bon, parfois, maintenant, moi, je bloque ou je masque les commentaires parce que ça sert à rien, les gens qui t'insultent. Voilà, donc, ceux-là, à force, je pense qu'ils se découragent. En tout cas, moi, je me sens pas trollé spécialement. Et les gens sont directs, les gens sont parfois un peu simplistes, c'est vrai. Mais je sais pas, ça me dérange pas tant. Mais souvent, je reçois des messages d'amis qui envoient des print screens qui me disent « Ah, Chris, tu te fais bien allumer sur ce dossier avec des insultes et des trucs. » Ouais, ça me touche pas tellement. Vous dissociez ? Ouais, faut dissocier, prendre le bon et interagir avec les bons. Et je pense que c'est ça qui... Faut toujours attiser la lumière au lieu de combattre les ténèbres. Hein. C'est ça qui fonctionne. Vous êtes dans une grande pièce toute noire, il suffit d'allumer une petite lumière et ça mange le noir. Donc on s'est pas battu, on a allumé la lumière. Et donc je pense que sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'être toujours positif avec les gens qui sont positifs, de eux les onboarder plus, échanger avec eux et petit à petit les autres se découragent. On attaque maintenant la deuxième partie de ce podcast. Nous allons maintenant décrire l'habitat de l'animal politique. Dans quel environnement ça évolue, un animal politique ? Votre nid à vous, c'est quoi ? Le Parlement ? Ouais, alors c'est le Parlement. C'est le Parlement, mais je dirais que ça devrait se passer un peu moins au Parlement. Moi, je vois beaucoup de députés qui sont beaucoup au Parlement, qui sont dans toutes les commissions, du début à la fin. Or, je pense que notre place aussi, surtout, c'est aller au contact du terrain. Et donc, le contact du terrain, c'est pas aller boire des verres au café, mais c'est rassembler les acteurs, faire des réunions de contact. Ce matin, j'étais chez le patron d'un des grands fournisseurs d'énergie en Belgique. On comprend beaucoup mieux les enjeux. Donc, il faut, je pense, en permanence aller s'informer, aller se former pour être pertinent les moments où on est au Parlement. Mais pour moi, les moments où on est au Parlement, c'est vraiment l'aboutissement. Mais donc oui, le Parlement reste le lieu de débat, de décision. Mais bon, en même temps, il ne faut pas se leurrer non plus. Beaucoup de choses ont été décidées en amont. Tout le travail de négociation, tout le travail de réflexion personnelle, etc., de mise au point de sa position a été fait avant. Donc, nous, de l'extérieur, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe dans l'hémicycle. Et ça, c'est du show ? C'est la partie émergée de l'iceberg ? Exact. C'est une fois que tout est fait, on va l'expliquer officiellement pour que ce soit enregistré, etc. De temps en temps, les positions peuvent changer, on peut se convaincre, on peut mettre un ministre en difficulté, qu'il est obligé d'eux, mais en général, tout ça a été désamorcé avant et le travail de pression, il a été fait avant, dans la presse, en contact avec le terrain, dans des contacts parfois interpersonnels aussi, où tu dis à un tel, dans notre parti parfois, écoute, sache que si tu sors avec ça, moi ça va être ça, je vais être très clair, etc. Donc ça permet de faire le travail politique, mais voilà, de manière plus directe que dans les travaux parlementaires qui sont quand même très codifiés. Hein, on ne peut pas prendre la parole comme on veut, voilà, et ça manque parfois de spontanéité, quoi. À quoi ça ressemble une semaine type quand on est député ? Bah écoute, je vais te faire une semaine type. Moi, je me lève le matin. Avant, je lisais toute la presse. Maintenant, je me suis rendu compte que c'était une perte de temps, que ça ne servait à rien, que la presse papier, elle reflétait une toute petite partie des choses, mais qu'en fait, il faut s'informer autrement. Il faut maintenant être en permanence sur les réseaux, connecté, avec les oreilles grandes ouvertes et les yeux grands ouverts sur le monde, et c'est pas tellement les journaux papier. Donc ça, je fais moins maintenant, ça m'économise du temps, c'est bien. Et puis le lundi, je fais mes mails moi le matin, toujours un petit peu, hein, quand même. Je bourre un peu dans mes mails, comme je dis. Et puis le lundi matin, on a bureau politique, enfin assemblée politique. Donc là, chez nous, les engagés, c'est une fois sur deux à Bruxelles, une fois sur deux à Namur. Donc il y a les trajets aussi, du coup. Où là, tous les députés, tous les ministres, et des représentants aussi du mouvement politique, des adhérents, etc., se retrouvent pour prendre les grandes décisions la semaine. On regarde un peu l'agenda, justement, des dossiers qui vont arriver dans les parlements, etc., et on se met d'accord sur la ligne à tenir pour qu'on se tienne, quoi. Il y a aussi un bureau exécutif qui se réunit dans un plus petit groupe encore, avec tous les chefs de groupe. Là, je suis dedans aussi, et donc là, parfois on désamorce certains problèmes déjà en amont.
Et puis le lundi après-midi, je suis en commission. Donc le travail en commission, c'est un travail important de député. C'est qu'on va toujours... là, moi, je suis par exemple dans la commission mobilité, pour donner un exemple. J'en ai plusieurs, mais une, c'est commission mobilité. J'ai le ministre de la Mobilité qui vient toutes les semaines et qu'on interroge, qu'on contrôle. On peut poser des questions, l'interpeller, le mettre devant ses contradictions pour essayer de le faire changer d'avis ou de pousser nos idées. C'est le dossier, quoi. Ouais, ça c'est vraiment un dossier. On peut nous-mêmes inscrire aussi un dossier à l'ordre du jour en disant voilà, je propose de modifier telle loi. C'est tout un travail en amont, hein, mais c'est en commission que ça se passe. Donc là, chaque parti envoie 1, 2 ou 3 députés pour cette commission-là. Donc on devient spécialiste un peu de cette commission, quoi. Donc le lundi après-midi, j'ai la commission finance affaires générales. Donc c'est tous les grands dossiers bruxellois qui arrivent là. Ensuite, le lundi, en fin de journée, je vais souvent au conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre. Moi, je suis député, je suis aussi conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre. Je me suis toujours battu contre le cumul. Donc, j'étais échevin. Et puis, quand je suis devenu député, j'ai évidemment décumulé et j'ai quitté mon poste d'échevin. Mais je suis resté conseiller communal, qui sont quelques réunions par mois. C'est très léger, c'est à peine rémunéré, c'est un petit jeton de présence. C'est plus pour garder un lien avec le local, le niveau communal, pouvoir bien comprendre ce qui s'y vit et pouvoir rester en contact avec la population. Voilà. Et donc là, on a aussi des commissions au niveau communal et un conseil communal qui est un peu la séance parlementaire communale, si tu veux. Et là, on n'a fait que le lundi. Ouais, là, on a fait que le lundi. Ouais, alors ça a aussi été un grand changement par rapport à quand je bossais en entreprise. C'est que tu changes d'environnement et que tu changes... Enfin, c'est super varié, super varié. Et du coup, très challengeant en termes d'énergie, quoi. Il faut être au top tout le temps. Mais voilà, je vais pas faire toutes mes journées, mais donc le mardi, il y a aussi des commissions. Le mardi après-midi, par exemple, chez moi, c'est complètement libre. Donc là, c'est je cale les rendez-vous, je cale les rencontres de terrain, je travaille sur les dossiers aussi. Voilà, j'écris des notes, moi. Ça aussi, il y a des députés qui écrivent jamais rien et qui se font tout le temps assister. Il y en a d'autres qui sont plus à eux-mêmes faire. Et je dis pas qu'il y a un qui est mieux que l'autre. Chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime bien quand même avoir la plume dans certaines notes pour vraiment m'approprier le dossier. Je trouve ça important. Le mercredi matin, j'ai une commission environnement-énergie. Mercredi après-midi, en général, je suis avec toute l'équipe au bureau. Alors, toute l'équipe, c'est pas grand-chose. Un député a une personne à temps plein. Moi, comme je suis de groupe, j'ai un peu plus. Voilà, ça change un peu. Mais en gros, c'est une personne et demie. Mais parfois, chez moi, c'est des mi-temps. Donc, du coup, il y a plusieurs personnes. Et donc là, on se retrouve, en tout cas, le mercredi, tous au bureau pour être sûr que moi aussi, je les vois et qu'on puisse avancer sur les dossiers. Le jeudi, c'est une journée où il n'y a pas de séance parlementaire pour moi, et donc là c'est plutôt parfois des réunions avec le mouvement politique justement, de nouveau, sinon rencontre terrain, travail, et puis voilà, puis j'essaie aussi moi je pensais très... Alors le vendredi, pour terminer, séance parlementaire, donc là c'est vraiment le grand hémicycle parlementaire, c'est tout ce qui est passé en commission avant, aboutit à la fin en séance plénière où tout le monde se planche dessus. Et puis là, je vous parle pas des soirées où il y a quand même souvent, ça c'est souvent du contact de terrain, des réunions parfois en soirée parce que comme tout le monde a des gros agendas, c'est difficile de se voir entre députés, etc. Donc parfois on met des réunions en soirée. Et je dois dire que les week-ends sont relativement libres comparé à avant où j'étais échevin, où j'étais très sollicité le week-end, parce que là on est au contact direct de la population en permanence. Comme député, on a un rôle un peu plus éloigné de la population de base, donc je vais souvent à des choses pour continuer à être en contact, mais je suis moins sollicité directement. Et alors au milieu de tout ça, moi j'ai toujours trouvé très important de garder un pied dans le privé, un pied dans autre chose, et donc j'avais une petite entreprise, une petite PME qui livrait des paniers de fruits en entreprise à Bruxelles, que je gérais une demi-journée, une soirée aussi, parce que du coup je travaillais beaucoup le soir à ce moment-là, la semaine, et puis maintenant je me relance dans une activité autour de la blockchain, des cryptos, etc., où j'ai lancé une boîte avec des potes là-dedans. On peut quand même parler de fameuses journées. Ouais, alors moi je suis célibataire, je vis en coloc, donc j'ai pas beaucoup d'obligations, j'ai pas un jardin à tondre, j'avoue que je suis très fort axé dans mes projets, et voilà, je pense que j'ai 34 ans, c'est maintenant que j'ai envie de mettre cette énergie-là à cet endroit-là. Je vais pas travailler comme ça toute ma vie, pour l'instant ça me convient bien. C'est vrai que c'est une vie à pas soutenue, je vais dire. Ouais. Parlons un peu alimentation. Qu'est-ce qui vous nourrit en politique ? C'est quoi la source de motivation à laquelle vous vous abreuvez ?
Moi, c'est la partie, je pense... Enfin, il y a deux choses. C'est la partie intellectuelle, c'est-à-dire que comprendre des dossiers complexes, les construire, voir comment les attaquer, voir où sont les points où on peut avoir un vrai impact. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment construire le dossier. Je dis toujours à mes collaborateurs, un dossier, on commence par une note, quoi. Je veux une note, enjeu, situation actuelle, défi, et comment est-ce qu'on va y répondre, enfin un truc structuré. Ça, j'aime bien faire. Et j'aime bien quand on arrive, les prix de l'énergie, aujourd'hui je suis très fort là-dedans, bon, on décortique le dossier, où est-ce qu'on en est, quels sont les enjeux, où sont les trucs. Et une fois que après t'as la vue globale là-dessus, c'est super satisfaisant, parce que tu maîtrises en fait. Donc c'est vraiment l'aspect de dossier. Moi, j'adore parler en public, j'adore aller à la tribune du Parlement, j'adore aller débattre, j'adore aller au charbon, au combat pour mes idées. Donc, c'est vraiment ce côté... moi, ça me nourrit, ça, d'aller parler, d'aller convaincre, d'être dans le dialogue politique. J'adore ça. Et puis, c'est la rencontre avec les gens. Alors, la rencontre avec les gens, c'est à double tranchant. Il y a aussi une partie qui demande beaucoup d'énergie, mais il y a une partie qui est très nourrissante. C'est quand, alors surtout au niveau local, mais quand tu as fait avancer les dossiers et que tu sens que ça a vraiment touché les gens, que ça leur a permis de mieux vivre, finalement c'est ça l'objectif. Donc ça nourrit très fort. Je donne un exemple, quand j'étais échevin à Woluwe-Saint-Pierre, j'ai créé le Holubus, c'est un petit taxi social pour les seniors. Et donc pour les seniors qui souvent... les taxis ne viennent plus les chercher à Woluwe-Saint-Pierre, qui est une commune un peu excentrée, pour les aider à aller faire les courses ou les amener aux courses ou quoi. Et donc en fait, ils sont très très isolés. Et ce petit Volubus, qui est un taxi social pas cher, avec des gens du CPS qui les aident pour leurs courses, etc. Et on a réussi à construire un système qui coûte rien à la commune et qui les commerçants sponsorisent. Enfin voilà, je trouve que c'était bien pensé. Et que là, tu as ce contact avec les seniors qui sont ravis. Et que ça les aide vraiment, et que tu vois dans leurs yeux que ça a changé une partie de leur vie, ça nourrit très fort. La reconnaissance ? Ouais, c'est la reconnaissance, pas pour moi en tant que qui je suis, plutôt pour le travail accompli, quoi. On a l'impression parfois que pour être député, il faut être surqualifié, qu'il faut connaître la loi sur le bout des doigts, qu'il faut avoir un avis sur presque tout, connaître et maîtriser une multitude de dossiers, être doté d'une éloquence au-dessus de la moyenne. On parle de démocratie, mais c'est pas donné à tout le monde d'être député, si ? Je pense qu'on se trompe à cet endroit-là. En effet, on a l'impression qu'il faut ça. Je pense que beaucoup de politiques pensent qu'ils doivent pouvoir faire tout ça. Du coup, ils se mettent une pression inutile. Je pense que ce qu'on demande aux politiques surtout, c'est... déjà, c'est une diversité. Donc c'est très bien qu'il y ait des politiques qui soient un peu plus techniques, d'autres qui soient un peu plus... dans le discours politique, d'autres qui soient plus dans le terrain, dans le contact avec les gens. Donc je pense qu'on peut avoir des politiques très diversifiées, il ne faut pas avoir peur de ça, et que surtout, on doit avoir des politiques qui ont une vision, qui ont des idées politiques. Et pour ça, il faut comprendre évidemment un peu les dossiers, mais je pense qu'on manque aussi de gens qui ont des vraies idéaux politiques, qui ont envie de les défendre. Donc... alors, est-ce que c'est donné à tout le monde ? Je suis d'accord avec toi que ça ne l'est pas, dans le sens où, comme dans tout, c'est pas facile d'accès. Maintenant, pour être élu... En fait, pour être élu, c'est pas si compliqué, je pense. Il faut pas... Voilà. Ce qui est compliqué, c'est d'être un bon politique, de faire du bon travail. Et ça, c'est comme partout. Mais donc, la démocratie fonctionne. Tout le monde peut y arriver. Je pense que si tu regardes le Parlement bruxellois, il est extrêmement diversifié. Et donc je pense que ça se vérifie. Mais par contre, faire bien de la politique et marquer de son empreinte les dossiers, etc., ça c'est sûr qu'il faut de l'expérience aussi. Et un peu de... Et l'une ou l'autre qualité, qu'elle soit plus de dossiers intellectuels, qu'elle soit plus parce que tu connais très bien le terrain et qu'on va jamais... qu'elle soit plus parce que tu arrives à bien convaincre ou quoi. Mais je pense pas qu'il faut toutes les qualités, non. Et vous diriez que dans un Parlement, la majorité des députés font bien leur travail ? Non. Non, je pense qu'il y a une partie qui... comment expliquer ? Je pense qu'il y a une partie, en effet, qui
qui n'arrivent pas à rentrer dans le travail parlementaire, qui n'arrivent pas à bien comprendre les enjeux des dossiers. Et c'est parfois en effet une question de code, une question d'expérience, de formation. Oui, il y a plein de raisons pour lesquelles parfois c'est compliqué. Je pense qu'il y a aussi une partie que ça n'intéresse pas. Je suis un peu dur, mais je pense qu'il y a des gens qui sont élus un peu par hasard, qui sont arrivés là, qui ont fait beaucoup de voix parce qu'ils sont connus dans leur quartier, mais qui en fait n'ont pas réellement envie et n'ont pas cette fibre, et tout le monde ne doit pas l'avoir non plus, mais n'ont pas cette fibre politique de vouloir changer les choses. Et puis il y a une partie, je pense, qui fait ça bien, et voilà. Mais donc je pense que voilà, je peux pas dire que je vais pas dresser un drapeau, un tableau tout coloré. Il y a des choses qui vont pas. Et donc, depuis 2019, vous êtes député dans l'opposition. C'est quoi votre sentiment ? Est-ce que vous avez l'impression que le travail effectué sert à quelque chose ? Est-ce que c'est pas finalement frustrant de faire tout ce travail en étant dans l'opposition, là où les leviers d'action sont finalement très éloignés de vous ? On dit souvent que c'est gai de commencer la politique par l'opposition, parce que là, on peut vraiment exister et y aller à fond et mettre des dossiers sur la table. Parce que dans la majorité, c'est ça le problème, c'est qu'on est vite muselé, en fait. Oui, c'est pas terrible ce que le ministre a fait, mais on peut pas le dire parce qu'il est de la majorité, on doit le soutenir. Donc ça, je trouve que, en tout cas, moi, je m'éclate, je m'amuse. Pas parce que je peux critiquer pour critiquer, mais parce que je peux vraiment regarder et dire ce que je pense, en disant ouais, je vois, je suis pas d'accord, et je peux le dire, et le dire avec force, et venir avec des idées complémentaires. Donc ça, c'est le côté positif. Mais évidemment, il y a le côté très frustrant tu peux toujours aller dire au ministre ce que tu penses et comment toi tu penses qu'il faudrait le faire, et lui il t'écoute, et puis il te fait un grand sourire, et puis il quitte la salle, et après il fait exactement ce que lui a envie. Donc c'est sûr que l'opposition, je pense que ça, c'est chouette un temps, mais voilà, si on fait de la politique, ceux qui aiment faire de la politique, c'est pour mettre en place des projets, c'est pour agir. Et aujourd'hui, dans l'opposition, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc c'est pour ça que je suis excité par un peu des nouveaux sujets, notamment sur la blockchain, les cryptos, etc. Et à côté, par exemple, j'ai commencé à organiser des conférences. Alors, est-ce que c'est mon travail politique ou pas de le faire ? C'est discutable. Oui, moi j'estime que c'est de la politique quand même, parce que tu fais bouger les mentalités des gens, parce que tu fais venir des experts qui t'informent et par lesquels tu apprends beaucoup et qui te permettent après d'alimenter ton travail parlementaire. Donc voilà. Mais il faut être un peu créatif pour que l'opposition soit intéressante, en fait. Christophe de Bequelard, on va finir comme on a commencé, avec 3 questions directes. Donc vous avez été échevin, vous êtes maintenant député. À l'avenir, vous aimeriez quoi ? Devenir ministre ou devenir président de parti ? Bon, je pense que les deux sont passionnants. Je pense que les deux sont passionnants et que c'est 2 endroits où on peut vraiment faire bouger les lignes. Et donc c'est clair que je pense que si quelqu'un qui aime faire la politique, il a envie d'être ministre ou il a envie d'être président de parti. Lequel des deux a le plus de pouvoir ? Alors, je pense que ça dépend très fort comment c'est exercé. Honnêtement, je pense pas qu'il y en a un qui aurait plus de pouvoir que d'autres. C'est une question de maîtrise de ses dossiers, de charisme, de capacité de mener à bien ses idées. Et je pense que les deux ont des leviers. Franchement, les deux ont des leviers. Maintenant, c'est sûr qu'on est dans une particratie où les présidents de parti ont beaucoup de pouvoir. Ouais, mais je pense que si tu es un ministre un peu avec du bagou, tu peux aussi un peu faire comme toi tu penses. Si je vous offrais là le pouvoir de faire aboutir un dossier, du jour au lendemain, sans la moindre concession, ce serait lequel ? Sans la moindre concession. Je pense que ce serait une réforme fiscale. Je sais que mais je pense que beaucoup de choses peuvent passer par la fiscalité, que c'est très difficile parce que tout le monde essaye toujours de défendre son petit précaré. Or, il faut à un moment donné du leadership, et je pense que si on veut changer les choses, changer les comportements, amener plus d'égalité, plus d'équité dans la population, il y a des grandes choses à changer au niveau fiscal, et que j'ai l'impression je suis un peu démotivé en fait. J'ai l'impression qu'on va jamais y arriver, qu'aucun gouvernement n'a assez de consensus en interne pour y arriver. Donc je me dis, s'il y a une chose que je peux faire sans devoir écouter les autres, je ferai ça. Dernière question. Vous ferez quoi après la politique ?
Ah ben moi j'ai une fibre entrepreneuriale donc que j'ai jamais quitté d'ailleurs, hein. Comme je disais plus tôt, je viens de lancer une nouvelle boîte avec des amis. Donc moi si la politique s'arrête, elle s'arrêtera un jour, ça c'est sûr, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Et j'ai d'ailleurs une certaine déjà impatience de me lancer à fond dans cette vie-là. À chaque fois, quand je suis dans ce milieu entrepreneurial, je sens que je trépigne et en même temps, j'adore ce que je fais. Donc voilà. Mais clairement, je me lance dans l'entrepreneuriat, dans des projets, je pense, liés à l'innovation. Là, je suis très fort dans ces sujets d'avenir au niveau du digital et du numérique et je pense, et du financier. Donc je pense que c'est là-dedans que je me déploierai. Ouais. Et parce que j'ai aussi l'impression que c'est une autre manière de servir la société, d'être au service des autres, en amenant la société vers ce qui est nouveau, ce qui va de toute façon arriver, et auquel il faut mieux participer de manière positive que de le subir, quoi. Et donc voilà, comme entrepreneur, j'ai l'impression de pouvoir amener ça. Merci Christophe de Beuquelard. Merci à toi. Et merci d'avoir inauguré nos nouveaux studios. On y est bien. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à parler de ce podcast autour de vous. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous faire part de votre avis, de votre sentiment ou de vos idées. À bientôt!